La CAPSI a confirmé avoir rencontré le RHDP ce 5 août au siège de ce dernier à Abidjan. 8 réformes prioritaires ont été discutées lors de cette première réunion officielle du comité technique commun. Une délégation de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, conduite par Charles Blé Goudé, a rencontré ce 5 août une équipe du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au siège de ce dernier, à Cocody. Cette réunion marque l'ouverture des travaux du comité technique mis en place dans le cadre du dialogue engagé entre pouvoir et opposition. La rencontre a réuni 2 délégations, celle du RHDP, menée par le porte-parole adjoint Touré Mamadou, et celle de la CAPSI, dirigée par l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Selon les 2 parties, l'objectif de cette séance inaugurale était de procéder à une présentation mutuelle des préoccupations respectives et de poser les bases d'échanges techniques à venir. 8 axes de dialogue explorés. 8 points majeurs ont été mis à l'agenda des discussions: la réforme de la liste électorale, de la commission électorale indépendante CEI, du découpage électoral, du code électoral, du processus électoral, du financement politique, de la communication électorale, ainsi que la question d'une loi d'amnistie et d'éventuelles réformes constitutionnelles. Nous avons échangé nos documents de travail et identifié les axes prioritaires pour nourrir la réflexion du comité technique, a indiqué Touré Mamadou, qui s'est félicité du climat d'ouverture ayant prévalu lors de cette réunion. Une seconde rencontre est prévue dans les prochains jours. Du côté de la CAPSI, Charles Blé Goudé a souligné l'importance de maintenir un climat de confiance. Les Ivoiriens attendent de nous des échanges responsables. Nous avons le devoir de leur montrer que malgré nos divergences, nous pouvons dialoguer avec respect, a-t-il déclaré, malentendu. Dans un contexte politique marqué par des tensions à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, cette réunion constitue une étape importante dans les efforts de rapprochement entre les acteurs politiques. Elle intervient après une précédente rencontre tenue au siège du mouvement Génération Capable, MGC, formation membre de la CAPCI, au cours de laquelle les premières discussions avaient été amorcées. Malgré un démenti publié plus tôt dans la journée sur la page Facebook de la CAPCI, plusieurs sources internes, dont Wayou Allen, directeur de protocole de Simone Gbagbo, ont confirmé la tenue effective de la rencontre. Celui-ci a évoqué un malentendu dû à une mauvaise communication interne. Les discussions entre les 2 camps devraient se poursuivre dans les prochains jours avec la mise en place de sous-comités thématiques chargés d'examiner en détail les points évoqués. Cette rencontre, qui s'est tenue dans une atmosphère cordiale et fraternelle, s'inscrit dans le cadre des pourparlers préparatoires en vue de l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement, l'une des principales revendications de l'opposition avant la présidentielle. Objectif de la rencontre, selon le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP et chef de délégation du parti présidentiel, elle avait pour objectif d'échanger les documents relatifs aux points de discussion et d'esquisser les contours des priorités des 2 camps. Nous avons, pour cette première séance de travail, échangé ces préoccupations et transmises à l'un et à l'autre les documents y afférents, a déclaré le ministre Mamadou Touré. Il s'est réjoui de l'état d'esprit qui a prévalu au cours de ces échanges. Vous savez, nous avons décidé de travailler en toute confiance dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le dialogue ne doit jamais être rompu entre partis politiques, a fait savoir le ministre Mamadou Touré. Je pense que les Ivoiriens s'attendent à ce que ce type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en termes de discussion entre nous. Il a assuré de l'ouverture des 2 parties à poursuivre le dialogue. Je pense que les Ivoiriens s'attendent à ce que ce type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en termes de discussion entre nous. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. De son côté, Charles Blé Goudé a insisté sur la nécessité de créer un climat favorable à des échanges francs et respectueux malgré les divergences. Les Ivoiriens nous regardent, ils espèrent beaucoup de nous. Et ces rencontres que nous avons ces derniers jours consistent à créer ce climat de confiance entre nous, a-t-il indiqué, appelant à maintenir ouverte la porte du dialogue en dépit des divergences qui pourraient subsister. Il y a des points sur lesquels on peut s'entendre et il y a des questions sur lesquelles on ne pourrait pas s'entendre. Mais il faut toujours discuter et dialoguer. C'est à cela qu'aujourd'hui que nous appelons. Une prochaine rencontre entre les 2 parties est prévue le lundi 11 août 2025, au cours de laquelle seront analysées en profondeur les propositions avant de transmettre les conclusions aux différentes directions politiques.
Le mouvement GPS, proche de Guillaume Soro, conteste la version officielle du décès d'Alino Fasso et évoque une possible exécution extrajudiciaire. Il réclame une enquête indépendante et transparente. Génération et Peuple solidaire, en abrégé GPS, a exprimé ce mardi 5 août 2025 sa consternation après le décès d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso, survenu le 24 juillet dernier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le mouvement politique proche de Guillaume Soro qualifie les circonstances du drame de suspectes et dénonce une possible exécution extrajudiciaire. Suicide ou crime d'État maquillé? Dans une déclaration rendue publique à l'issue de sa réunion hebdomadaire du 2 août, le cadre restreint du mouvement affirme que le militant burkinabé, arrêté le 10 janvier 2025 à Abidjan, était détenu au secret depuis plus de 6 mois, sans jugement ni accès à une procédure judiciaire régulière. Les autorités ivoiriennes ont évoqué, dans un communiqué publié 3 jours après le décès, la thèse d'un suicide. Une version vivement contestée par la famille de la victime, par des organisations de la société civile, par le gouvernement burkinabé ainsi que par GPS, qui s'interroge publiquement: s'agit-il d'un suicide ou d'un crime d'État maquillé en suicide? Comment un homme jeune, non malade, détenu dans un centre réputé hautement sécurisé, pourrait-il, sans assistance ni complicité, se donner la mort par pendaison et par mutilation simultanée? Interroge le mouvement. Dans sa déclaration, GPS estime que la gestion du dossier est marquée par des zones d'ombre, un retard volontaire dans la notification à la famille et aux autorités burkinabè et un manque de transparence. Le mouvement voit dans ce drame une atteinte grave à la liberté d'opinion et à l'esprit même de la dissidence démocratique en Afrique. La réaction d'Abidjan. Tout en exprimant son soutien à la famille du défunt, au peuple burkinabè et aux voix panafricaines qui exigent vérité et justice, GPS appelle à la mise en place d'une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les circonstances exactes du décès. Le camp Soro en appelle à la CEDEAO, à l'Union africaine et aux organisations de défense des droits humains pour que l'impunité ne triomphe pas. Le gouvernement ivoirien s'est exprimé le mercredi 30 juillet 2025 sur la mort en détention d'Alino Fasso. Interrogé sur le lieu de détention du défunt, l'école de gendarmerie d'Abidjan, plutôt qu'un centre pénitentiaire classique, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, a indiqué que cette décision s'inscrivait dans le cadre légal et visait à encadrer une enquête en cours. Il avait par ailleurs mis en garde contre toute récupération politique du drame. Il est décédé malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela ajoute à la tristesse. Mais c'est malsain de vouloir exploiter la mort d'un être humain à des fins politiques. Quatre cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, ont reçu ce lundi matin des convocations de la part de la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agit de Damana Diapikas, Kouad Justine, Daï Nestor et Blaise Lassem. Les convocations datées du 4 août 2025 et estampillées du service des enquêtes générales invitent les intéressés à se présenter dès réception devant le chef dudit service à la préfecture de police située à Abobo, route d'Abobo, près du corridor Makassi. Aucun motif n'est mentionné dans les documents consultés par la rédaction. Il est toutefois précisé que les personnes convoquées doivent se présenter accompagnées de leur avocat, conformément à l'article 90 du Code de procédure pénale. Des cadres PDCI aussi concernés. Selon l'honorable Michel Bagbo, député de Yopougon et vice-président exécutif du PPACI, ces convocations interviennent dans un contexte tendu, à quelques jours de la marche pacifique annoncée par le Front commun PPACI-PDCI pour le samedi 9 août à Abidjan. En vue d'empêcher la marche pacifique et républicaine, le préfet de police a convoqué et reçoit en ce moment à la préfecture de police à Abobo les responsables du Front commun, a-t-il déclaré ce matin sur Facebook, citant également d'autres figures convoquées telles que Dia Oufouet et Samba David, issus du PDCI-RDA. Des individus armés encagoulés avaient attaqué un bus de la Sotra ainsi qu'un véhicule de police. Un blessé grave a été signalé, mais aucun décès n'a été rapporté. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs militants du PPACI ont été interpellés, dont Pascal Zaoli, député suppléant de Yopougon, Kado Gnegbré, Josué Kwame, Kwasi Brou, Éric Kogo.
Fofana Suleiman et Zo Inza. Le parti dénonce des enlèvements et affirme que ces militants ont été conduits vers des lieux tenus secrets. Mise en scène, le 3 août, la télévision nationale a diffusé une vidéo dans laquelle Kwame Josué, se présentant comme membre de la sécurité du parti, reconnaît avoir participé à des actes de vandalisme coordonnés dans plusieurs quartiers de Yopougon. Il cite notamment Eric Kogo et Zo Inza comme co-auteurs. Le lendemain, une autre déclaration enregistrée de Zo Inza va dans le même sens. Ces éléments ont été qualifiés de mise en scène par les responsables du PPACI qui soupçonnent une opération politique visant à entraver la tenue de leur marche pacifique du 9 août. Initialement prévue le 2 août, cette manifestation a été reportée après des échanges avec les autorités préfectorales qui avaient invoqué un manque de personnel sécuritaire mobilisé à Bouaké pour les festivités de l'indépendance. Le Front commun, PPACI-PDCI, affirme avoir respecté toutes les démarches administratives, notamment les notifications officielles, les contacts avec les mairies concernées, ainsi que la mobilisation d'un dispositif de sécurité interne. Aucune réaction officielle des autorités policières n'avait été obtenue à l'heure où nous mettions sous presse. Le PPACI dénonce la diffusion d'aveux de ses militants à la RTI, estimant qu'ils ont été obtenus illégalement, sous contrainte, après des enlèvements et détentions arbitraires dans des lieux tenus secrets. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a dénoncé ce mardi la diffusion à la télévision nationale d'aveux attribués à certains de ses militants, arrêtés à la suite des violences survenues dans la commune de Yopougon, dans la nuit du 1er au 2 août, des personnes enlevées. À Yopougon, vendredi dernier, vers 23h, des individus encagoulés avec des machettes, cocktails Molotov et armes à feu ont semé la terreur, attaquant un bus de la Sotra, puis un véhicule de police. Aucun décès n'a été signalé, mais un blessé grave est à déplorer. En tout, 11 personnes ont été interpellées, selon les autorités. Dans une séquence diffusée le 3 août au soir à la télévision nationale, Kwame Josué, se présentant comme membre de la sécurité du PPACI, a affirmé avoir pris part aux côtés d'une quinzaine d'autres personnes à des actes de vandalisme dans plusieurs quartiers de Yopougon, sous la coordination de certaines personnes dont Eric Kogo et Zo Inza. Le lendemain, un second homme, identifié comme Zo Inza, a livré une déclaration similaire, confirmant leur implication dans ces violences commises, selon eux, au nom du parti fondé par Laurent Gbagbo. Dans un communiqué publié ce mardi, le secrétaire général adjoint et porte-parole du parti accusé, Jean-Gervais Tcheidé, affirme que les personnes concernées ont été enlevées par des individus cagoulés avant d'être détenus dans des lieux tenus secrets, fabriqués de toutes pièces. Depuis leur disparition, le parti affirme que ses avocats n'ont pas pu localiser les militants, ni obtenir d'informations auprès du procureur de la République, malgré plusieurs démarches auprès des commissariats et brigades de gendarmerie. Ils ne bénéficient à ce jour d'aucune assistance judiciaire, alors même qu'ils sont soumis à des interrogatoires visant, selon toute vraisemblance, à leur faire porter le chapeau des actes délictuels sus relevés, déplore le texte. Le PPACI estime que les aveux diffusés sont fabriqués de toutes pièces et ont été obtenus sous la contrainte dans des conditions illégales. Le parti cite notamment une violation présumée de l'article 7 de la Constitution sur la présomption d'innocence et de l'article 22 du Code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction. Accusant le pouvoir en place de méthodes fascistes, le PPACI dénonce une dérive autoritaire du régime et affirme avoir documenté ses pratiques auprès d'organisations internationales de défense des droits humains. Le parti assure enfin son soutien indéfectible aux militants concernés, qu'il qualifie de combattants de la liberté, et appelle ses sympathisants à faire barrage à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat qu'il juge contraire à la Constitution.